Bonjour, donc oui, c'est moi Pierre Giner, je suis arrivé il y a 2 jours. Alors je ne suis pas très habitué, alors peut-être que je suis créatif j'espère, mais pas très matinal, donc je vais essayer de y arriver. Après je ne suis pas forcément comme artiste, je ne suis pas conférencier non plus, et c'est assez intimidant, et du coup ça m'a rappelé une phrase, je me suis dit, de Christian Boltanski, qui dit un artiste finalement c'est 3 mois en Amazonie, hop, je vais m'enlever pour que vous voyez le nid. Et 6 ans de conférence. C'est-à-dire, donc je me suis dit que je pouvais avoir confiance finalement, que finalement ce que devait transmettre un artiste, c'était des expériences du monde qu'il visitait, et c'est ce que je vais vous faire. Bon, en même temps, cette phrase, je m'en souviens, mais je ne suis pas certaine qu'elle soit exactement celle-là. Et c'est un peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de la transparence des écrans. Moi, c'est ma spécialité. Effectivement, je m'occupe de l'image vue au travers des écrans. Je travaille que sur des ordinateurs. Enfin, que sur des ordinateurs. Et entre virtuel et tangible. Dans l'ordinateur de Pierre Giner, c'est le titre d'une exposition que j'ai faite au moment où j'ai créé un lieu, où on m'a demandé de créer un lieu dans le nord de la France, à Tourcoing, qui s'appelle l'Imaginarium. Ce qui m'intéresse, effectivement, l'espace qui m'intéresse et dont je vais vous parler, c'est l'espace de l'imagination. C'est-à-dire qu'on nous raconte que dans le numérique, on est en train de se perdre, peut-être dans les images. Moi, je pense que c'est aussi pour les artistes un espace d'imagination important. Bon, ce lieu, c'est un lieu, enfin moi, c'est les questions qui m'intéressent, à la croisée entre science, art et entreprise. Bon, ça, je vais vous montrer que des images, mais je vais essayer d'aller très vite. Je sais que je n'ai que 20 à 30 minutes, et je vais essayer de m'y tenir. Créer un espace pour que d'autres puissent y travailler, c'est créer un espace vide, qui contient beaucoup de vide, qui contient des outils, la possibilité qu'ils se rencontrent, et la possibilité qu'ils exposent, mais qu'ils exposent ou se montrent leur travail, juste en le déployant. Alors, pour me présenter, je vais juste vous montrer ce que je fais au travers de 2 travaux, parce que ça fait longtemps, en fait, que je travaille sur des expositions et des thématiques autour du numérique. Au début en faisant des jeux vidéo, en faisant du net, en faisant de la téléphonie mobile. Et puis ici, justement, j'ai produit une pièce qui est là-haut. C'est cette cigarette que j'ai produite avec la Chambre Blanche, mais il y a le siècle dernier. Et il y a longtemps. Et qui est juste un tout petit objet virtuel sur Internet et qui contient la durée de la combustion d'une cigarette, d'une mauvaise nouvelle. Bon. Personnellement, je crois qu'il y a vraiment des rapports entre les images et les vies. Je pensais que cette cigarette me permettrait d'arrêter de fumer, mais en fait, c'est pas prouvé. Du coup, les espaces dans lesquels j'interviens, c'est tous les écrans. Tous les écrans, et aussi, voilà, c'est pour ça que je vais vous montrer 2 travaux principalement, dans l'espace public. La façon dont les choses qui se produisent dans mon ordinateur peuvent vous être montrées, ou comment elles nous enveloppent. Ça donne des fêtes, ici au Grand Palais, pour l'inauguration d'une saison France-Chine. Au Grand Palais à Paris, excusez-moi. Parce que j'oublie toujours que je ne suis pas tout à fait d'ici, et j'ai peur aussi que j'emploie pas tout à fait les mêmes mots que vous. Alors, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à poser des questions pour la traduction. Voilà, ça c'est Haydn's. Effectivement, ça m'intéresse, la représentation de la figure humaine dans les espaces qui seraient non humains. C'est un travail que je fais avec d'autres gens. C'est comme un plateau, un dance floor, sur lequel des personnages viennent danser et qui permettent de faire des fêtes en temps réel, où on danse soi-même. Là, c'est fait avec un chorégraphe qui s'appelle Christian Rizzo. Et c'est juste un objet de fantaisie. À l'origine, c'est une technique qui est juste transformée, déplacée,
un tutoriel de musique produit en Corée et qui là est adapté pour en faire un objet de spectacle. Je vais aller vite, je vais passer, je vous montre juste. Hop, je coupe. À l'autre bout de ça, je fais commissaire d'exposition, scénographe et j'imagine des espaces sur des sujets. Ça, c'est une exposition qui s'appelle Ultima et que je voulais vous montrer, qui a eu lieu l'an dernier au lieu unique à Nantes et qui est consacrée à des histoires du jeu vidéo. C'est une exposition qui n'est faite que d'écran. Je vais vous la montrer, puis je vous en parlerai au fur et à mesure. Alors oui, moi les écrans m'intéressent, tous les écrans, et la façon dont on est au milieu des images. Là, en l'occurrence, on est au milieu de 11 sujets qui durent chacun 20 minutes et qui déploient des thématiques autour du jeu vidéo. C'est comme des histoires du jeu vidéo. Mais les thématiques, c'est vie, mort, guerre, sexe, économie, art. Et c'est une exposition qui est à la fois jouable et regardable. Elle est à la fois visitable, on peut s'y installer. Elle a eu tellement de succès à la fin sur ces banquettes, les gens dormaient et étaient 8. C'en était presque insupportable. Parce qu'il faut que les expositions s'arrêtent à un moment donné. Et si on la voyait dans son intégralité, elle durerait 24 heures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces objets, ces autres espaces, les espaces du numérique, finalement, sont incommensurables. Ils sont à visiter. C'est peut-être pour ça que je fais mon retour d'Amazonie. Mais pour voir ce qu'ils seraient capables de produire. Et en l'occurrence, ils sont capables de produire de très grands, de très longs espaces. Ouais. Alors, effectivement, on m'a dit qu'il fallait qu'il y avait un sujet. Et donc, j'y ai réfléchi, je viens juste de finir. C'est vrai que ce sujet, il implique sans doute un mode de parole qui serait de dire qu'on va dire la vérité, qu'on va être complètement transparent, qu'on va se confier, qu'on va dire ses erreurs, ses doutes. En tout cas, c'est quelque chose qui ferait que on serait... quelque chose qui toucherait à la vérité de soi, puis à la pureté, le fait de ne rien cacher. Et pour essayer de comprendre, bon, c'est ce que m'avait demandé Jacques, justement, au moment de son invitation. Il m'avait dit la transparence, c'est un mot contaminé, c'est ce qu'il m'avait écrit, par son utilisation outrancière, être transparent. La transparence, celle qui laisse passer la lumière, celle-là je la connais. Celle qui laisse entrevoir la courbe des femmes, ou les courbes des femmes. La transparence tangible et invisible. Alors après, effectivement, je me suis demandé ce que c'était, ce qu'on disait par transparence, vous le savez tous, hein, en fait. C'est à la fois cette matière qui serait l'eau, qui fuirait, et au travers desquelles on verrait, enfin quand elle n'est pas polluée, les choses légèrement déformées, à distance, quelque chose qui est translucide, il y aurait une certaine sensualité. Et puis, aujourd'hui, on nous bassine avec ça, mais c'est surtout la transparence du politique. Et du coup, comme je venais ici, j'ai lu la presse. Voilà. Et c'est vrai que mais vous inquiétez pas, c'est pareil chez nous, hein. Et il y a cette phrase de Justin Trudeau qui dit la réalité, c'est qu'il continue... Enfin, il y a un mot déjà que j'avoue que je n'ai pas compris, obfuscateur. Si vous pouvez me l'expliquer plus tard, ça m'intéressera. Et puis, donc, c'est ce qu'il dit, la réalité, à propos donc des conservateurs, je crois, c'est qu'ils continuent d'essayer d'utiliser la transparence comme arme politique contre leurs adversaires. Alors moi, j'avais l'impression jusque-là que la transparence, c'était quelque chose qui était presque l'inverse. C'était quelque chose où on n'était pas blindé, où on était transparent, justement. On avait ôté ses vêtements
pour se présenter un peu nu, mais là, apparemment, c'est une arme. Et du coup, j'ai regardé comment il se présentait. Et alors, j'ai vu que c'était... Bon, en fait, il est envié par nos hommes politiques. Vous avez vu que Valls est venu le voir. Il est plus grand que Valls, déjà. Ça, c'est pas mal. Il est plus jeune aussi. Apparemment, il a une vie de famille. Et c'est ce que... Il est ouvert, on le connaît. Et puis, en plus, il aurait des intérêts particuliers. Et c'est même une personne, une sorte de personnage de film. Et j'avoue que c'est assez surprenant, et pas tellement. C'est-à-dire que si on regarde chez nous, c'est pareil. Pour son double, et celui qui l'envie le plus, sans doute, c'est Nicolas Sarkozy, là-haut. Il y aurait un autre qui dirait qu'il est normal, comme lui, mais ça ne semblerait pas marcher, c'est François Hollande. Et si on descend comme ça, bon, Donald Trump est apparemment plus médiatique. C'est pas sûr qu'il ait aussi réussi finalement dans sa communication. Si on s'aperçoit de cette transparence qu'on voit au travers des moteurs de recherche et qu'on continue, on va vers Lady Gaga et puis on peut descendre vers ceux qui en sont les initiateurs, chez les artistes, Andy Warhol, et ceux qui sont les plus connus, Picasso. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer un truc, enfin j'ai juste découvert ça, c'est que Picasso, on le connaît comme artiste, mais c'est aussi une marque de voiture désormais. Et les seuls qui échappent un peu à ça, c'est peut-être le Dalai Lama et le pape François. Voilà. Sans doute parce que c'est eux qui seraient à l'origine de cette notion et qu'ils n'ont pas besoin de la traiter. Alors en fait, quand les politiques nous parlent autant de cette question, sans doute ils nous font douter justement de leur volonté plutôt c'est une sorte de volonté de communication et qui nous fait douter de leur probité. Alors voilà, il y avait un sondage aussi en France l'an dernier qui disait que les Français souhaitaient un renouvellement de la classe politique. Ils souhaitaient je ne sais pas quoi. Et je vais vous montrer comment j'ai pensé, c'était mes vœux de cette année, que ça se traduisait. Mais donc c'est ancien déjà. Et du coup aussi ici en arrivant j'ai lu le journal parce que je me suis dit bon d'abord je voulais savoir le temps qu'il ferait. Ils avaient prévu, ça va mouiller. Et puis tout simplement parce que c'est au travers des médias finalement que cette transparence se joue. Et au travers de l'information, le fait que même cette transparence soit hantée par le mal ou l'inquiétude. Et il y avait cette nouvelle hier qui disait la moitié des Américains sont dans une base de données de reconnaissance faciale. Alors si les Américains y sont, on y est peut-être aussi d'ailleurs. Et puis, apparemment, c'est plus général que ça. C'est-à-dire que la question de la face, aujourd'hui, parce qu'être transparent, ce serait montrer une face transparente, justement, ne rien avoir à se reprocher. Et désormais, les technologies sont là, ça c'est plus ancien, qui font que notre face est reconnue, notre face est exploitée. Et qui, ça c'est en France, je ne sais pas si c'est ici aussi, qui fait que peut-être certaines luttes sont même, ne seront pas satisfaites, elles sont même déjà dépassées. C'est-à-dire le contrôle au faciès, c'est le fait qu'on vous contrôle dans la rue, sans autre justification que votre visage. Et pour ça, il y a quand même, enfin moi j'aime beaucoup ça, des moyens de se camoufler. Et des moyens de se camoufler qui finalement sont assez élégants.
et qui sont entre technologie et conseils de beauté. Et donc il suffit de s'occuper de son style, de pousser un peu plus loin son allure, finalement, de se différencier encore plus, de se redessiner. Et du coup, la question de la transparence, c'est la question de l'apparence aussi, essentiellement. Et la question de cette apparence qu'on investirait, cette surface de soi-même, mais qui peut-être irait plus profond. Et quand en regardant ces manières de se dissimuler, tout en se repeignant, ça m'a fait penser à ça. Et Et maintenant, pour Christophe qui évite le cinquième, de la part de Juliette qui évite le premier, l'amour moderne, par David Bowie. bon, alors l'année dernière, pour nous, c'était pas terrible. Hein. J'habite à côté du Bataclan et ça faisait un peu déprimé, quoi. Et alors, quand David Bowie est mort, ça m'a fait plus déprimer encore. Donc j'ai fait ça. Cette question des apparences, du coup, je me suis posé. C'est une question quand on est artiste, finalement, on est obligé de se poser. Moi, j'avoue que je préfère disparaître derrière ce que je fais, mais en regardant sur Google, je vois ce qu'il apparaît de moi. Et du coup, pour y répondre, je me suis dit, c'est vrai que je préfère ne pas être là la plupart du temps. Et j'ai demandé à une entreprise de me produire une version de moi-même, un avatar qui pourrait me représenter. Il s'appelle PG Résident. C'est pas mal parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de contenu sous-jacent. Peut-être que je me présenterai moi aussi aux élections plus tard, et du coup, potentiellement, je vous préviens. Ce personnage, c'est juste un personnage 3D. D'ailleurs, il n'est pas si beau que ça, hein. Quand on le rencontre vraiment, quand on le connaît. Ça, c'est ses textures. Et ça, c'est son code. En vrai, il est ça. Mais il me permet, dans des expositions, d'être là sans être là. C'est-à-dire qu'au travers des écrans, on peut le voir. On peut même se photographier avec lui, faire des selfies. Et il a une fonction, il me permet d'investir des situations, de me dire, de produire des situations au travers des écrans. Alors bien sûr, je sais que je ne suis pas lui. Alors voilà, il y a Pierre Giner d'un côté qui est artiste et qui a fait créer ce personnage qui s'appelle PG à son image. C'est une réplique qui évolue dans l'espace des écrans. Il participe des expositions de Pierre Giner. Pierre Giner est le directeur artistique de PG. Alors, j'avoue que ce personnage, il est intéressant parce que je lui ai donné d'autres directeurs. Parce qu'il c'est un personnage vide. Vous avez vu, c'est qu'une forme. Donc il y a un groupe de gens avec qui je travaille suivant les occasions, et on se dit qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire. Une expérimentation que j'ai faite, la première fois que je l'ai sortie, c'était au Musée des Arts Décoratifs et à Paris. Et le Musée des Arts Décoratifs, qui est un musée, comme son nom l'indique, des arts décoratifs, où on trouve des meubles, des fauteuils, des chaises. Et donc, j'ai décidé que ce personnage y habiterait dans ce musée et de réduire ce musée à un musée de l'ameublement, finalement. C'était un hôtel. Et donc, au travers de cette application, il vient investir les lieux. Bon, ce qui m'intéresse, c'est ce qui permet aux autres de dire. Parce que je pense que c'est ça l'intérêt des œuvres. C'est le fait que c'est pas vraiment de les avoir fait. Ça, c'est peu intéressant. Mais c'est le fait qu'elles permettent de rencontrer d'autres gens. Et ça permet justement à d'autres de se dire
Et ça, c'est un gardien de musée qui m'a confié ça. Lui, il est comme nous, il est toujours là, mais personne ne le voit. Alors, il est toujours là, dans un monde idéal, où il a un super atelier. Il fréquente des gens quand même plutôt bien. Et forcément, il peut tout faire. Et puis, quand on a un avatar, finalement, qu'on vit avec lui, c'est intéressant parce qu'on se pose des questions qu'on ne se posait pas. Des questions de cheveux, par exemple. Jusque-là, j'avoue que je ne suis pas très fort pour me coiffer. Ah oui. Et puis des questions, on se met à être lié à lui. Alors, pour que vous compreniez mieux que je suis lié à lui, j'ai essayé de me rapprocher de lui. Faites quelque chose que toute chose fait. Faites quelque chose que tout le monde fait. Faites quelque chose que vous faites souvent. Faites quelque chose que vous faites souvent, mais faites-le mieux. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Faites quelque chose que personne n'a jamais fait. Faites quelque chose qui vous oblige à changer de vie. Faites quelque chose qui oblige tout le monde à changer de vie. Faites quelque chose qui change. Alors, il est pratique parce que ce texte, il n'est pas de moi, il est de Robert Barry, un artiste conceptuel américain qu'il a dû écrire comme un poème en 69. Ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a que des programmes. Et lui, il me permet de raconter des choses, de dire des choses. Un peu comme la cigarette que j'avais faite ici, il sert juste de porte-voix, par exemple. Et puis, alors là, je vais essayer, il faut que je vois si ça marche. C'est là qu'il y a une petite expérimentation désormais. Hop. Parce que moi, j'aime beaucoup l'art conceptuel. Une sorte d'art sans objet, où ce qui est important, c'est les dispositifs et voir ce qu'ils produiront. Alors ça, c'est à propos d'une pièce de Joseph Kosuth, que vous devez avoir déjà vue. Mais c'est une façon de la revoir autrement. Donc c'est qu'un énoncé, comme ce personnage n'est qu'un énoncé. C'est une chaise, c'est au moment la photo de la chaise et sa définition. Alors on a l'impression que l'œuvre est finie comme ça quand elle rentre au musée. Mais peut-être qu'elle n'est pas complètement finie. Alors grâce à une technologie qui est la même que celle que j'utilise au musée des arts des métiers, aux arts décoratifs plutôt, excusez-moi. Je regarde cette œuvre. Et finalement, elle peut être continuée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cet espace médian dans le réel qu'il y a entre les choses et que les écrans peuvent creuser. Et puis, d'ailleurs, ça veut dire que ce personnage est au MoMA, actuellement. Si vous avez l'application, il expose au MoMA, ou il vit au MoMA. Et puis en ce moment, je travaille avec Beaubourg, qui a cette œuvre importante qui est Luxe, calme et volupté. Et c'est ce que je rappelais, qui est donc influencé, donc qui tire son titre d'un poème de Charles Baudelaire, et qui a été utilisé lui-même par Picasso pour Les Demoiselles d'Avignon. Et ça, à Beaubourg... Ah, excusez-moi. Il faut que je relance ma petite application. Ah ben j'ai plus que 5 minutes. Mais apparemment, ça casse tout. Hein. Et non. Voilà, donc s'il y a un débat entre Matisse et Picasso, eh ben, il peut être toujours là. D'ailleurs, un Picasso qui a sa marque désormais. Voilà, et ce que je suis venu faire ici, c'est un peu la même chose. C'est une résidence de recherche à la Chambre Blanche, qui serait comme un laboratoire des apparences pour produire des micros... Ah ben non, ça vous le voyez pas. Oh là là. Voilà, oula, c'est plus clair.
des micro-performances, j'appelle ça virtuel. Bon, alors comme sur les œuvres que je vous ai montrées avant, il y a l'année de création, c'est 2016. Le sujet, c'est nos transparences. La période, c'est peut-être une nouvelle période qui serait l'art des écrans. Je ne sais pas s'il existe. Et le support, c'est la réalité virtuelle. C'est fait in situ. Et puis, il y a une chance quand même désormais dans nos villes, c'est qu'il y ait des signes partout. Enfin, tout le monde n'en est pas forcément d'accord. Hein. Zoup. Et donc, ces signes peuvent être investis. Oups. Ouais, j'avais rajouté une vidéo, mais c'est pas sûr que ce soit très juste. Pour que vous voyez que c'est dans le vivant. Théoriquement, il y a quelqu'un qui va passer avec un parapluie. Tiens, je lui dis de venir. Elle est peut-être un peu loin dans la rue. Bonjour. Et en fait, les résidents, c'est nous tous. Aujourd'hui, moi, je scanne tout le monde, tous mes amis, ma fille, les gens avec qui je travaille, mon graphiste, mais aussi les objets. Je peux construire les personnages que j'aime bien, j'adore les residences. Ou dans un musée, récupérer un morceau de sculpture d'un Bouddha à Shanghai, ou scanner un tout petit jouet, ou dessiner une forme en 3D. Et tous ces personnages appartiennent à la même réalité. C'est comme une grande maison de poupées, et finalement, c'est une sorte d'inversion des dimensions du monde, et que je trouve assez marrante. Et pour finir, je vais juste vous montrer ce que j'en fais. L'exposition que je vous ai montrée à Nantes était accompagnée d'un teaser. Ça, c'est le directeur du lieu unique. Damien Bourniquel, mon assistant. Pierre Rodière, mon graphiste. Patrick Bouchin, l'architecte du lieu unique. Merci.